Je suis ravie d'être avec vous. Je m'appelle Cécile Schuster, je travaille pour Microsoft et j'ai en charge chez Microsoft France l'ensemble des solutions développées par Microsoft pour les forces commerciales, marketing, services clients, finance, supply chain, donc finalement CRM et ERP. Et comme une organisation est aussi le reflet de la stratégie de l'organisation, j'ai aussi en charge l'ensemble de la plateforme de développement, y compris donc de développement des agents. Et aujourd'hui, ma promesse, c'est qu'en 15 minutes top chrono, alors je suis très mauvaise en timekeeping, hein, voilà, merci, sinon vous allez m'avoir sur le dos jusqu'au dîner. Ma promesse, c'est de vous expliquer pourquoi un jour je me suis levée le matin en me disant « Ah, crise cardiaque, je n'ai plus de boulot ». 2, pourquoi est-ce que finalement Microsoft investit autant aujourd'hui sur l'agentique et comment l'on pense que cela va changer complètement, non pas uniquement la façon d'opérer, non pas uniquement les business process optimisés, mais complètement le service que vous allez délivrer à vos propres clients, et donc comment cela va complètement disrupter les business models d'aujourd'hui. Donc ça, c'est ma promesse. Vous me direz à la fin, dans 15 minutes, si j'y suis arrivée. Alors, ma troisième promesse, tant qu'à faire, c'est de partager, donc de ne pas parler technique. Alors, je sais, Microsoft qui ne parle pas technique, c'est quand même... non, mais vraiment de parler des références clients, donc de ce que font nos clients, des questions qu'ils nous posent au quotidien. La première question qu'ils nous posent, depuis finalement qu'on parle autant de GenAI, c'est super, mais c'est de la hype. Donc, vous nous créez le buzz, finalement, pour qu'on achète vos solutions. Hein. Vous créez le buzz, mais derrière, il n'y a pas de ROI. Aujourd'hui, vous nous parlez de fait que, oui, c'est super, j'ai mon sales qui a gagné une demi-heure par semaine. Ça veut dire quoi? Et donc, finalement, toute cette accumulation de minutes gagnées, on a aujourd'hui beaucoup de mal à le transposer dans un ROI concret. Voilà ce sur quoi nous interpellent tous les clients, en nous disant « show me le ROI ». Et « show me the money » pour ceux qui connaissent ce film incroyable, The Big Lebowski, formidable. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'ils nous attendent, et non plus pour parler de use case, mais pour parler de business process. Et donc, ainsi, comment l'IA, la GenAI, maintenant les agents autonomes, les agents qui vont vraiment s'interpeller les uns avec les autres, donc toute cette, y compris aussi des processus qui ne sont pas basés sur l'IA, comment tout cela va transformer l'entreprise tout en étant, et donc ça c'est le sujet aussi sur lequel il nous interpelle, responsable en termes de consommation énergétique, responsable en termes d'accès à la donnée, responsable en termes d'éthique aussi. Donc voilà tous les sujets sur lesquels ils nous interpellent et nous faisons au mieux pour apporter une réponse. Cette réponse, alors je parle 2 secondes, c'est pas technique, c'est un peu petit bout de technologique. Cette réponse, en fait, on la veut la plus simple possible, avec aujourd'hui une interface aux applications, une interface métier, et une interface à l'intelligence artificielle que l'on va appeler copilote. Donc, finalement, cet outil qui vous permet au quotidien, quelle que soit l'application que vous utilisez, de dialoguer avec la donnée. Tout cela, vous allez le retrouver dans différentes applications, mais donc il y a une disruption, et ce pourquoi, teaser, j'ai failli avoir une crise cardiaque, on va y revenir. Et donc, cette interface à l'intelligence artificielle, elle va nous permettre demain, aujourd'hui, déjà pour certains clients, d'interagir avec des agents. Et ces agents, ils vont être des agents personnels, celui qui va m'équiper pour ma propre productivité individuelle. Ça va être un agent qui va être commun à toute mon équipe, que je vais pouvoir développer et proposer à toute mon équipe parce que nous faisons le même métier. Donc, par exemple, un agent qui va faire un recouvrement de factures. Voilà. Ça peut être un agent qui va être bénéfique pour l'ensemble de l'organisation. Et donc, à ce titre, on pense, en tout cas c'est dans ce sens-là qu'on développe nos applications, que chaque individu, chaque collaborateur va pouvoir s'appuyer sur une constellation d'agents. Mais cette constellation d'agents, bien sûr,
faut la gouverner. Et donc, certains nous disent « Oh, c'est super, mais vous redécouvrez, enfin, vous nous reproposez du shadow IT ». Donc ça, c'est vraiment, c'est drôle en fait, les conversations souvent. Et derrière ces propos se tiennent une vraie inquiétude quant au management de ces agents, à la multiplicité de l'accès à l'information, à la sécurité de la donnée et effectivement aux fuites. Alors, je ne vous fais pas l'affront de redéfinir un agent, mais ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que finalement, ces agents ne sont pas nouveaux. Ça fait très longtemps que l'on en utilise. On fait un peu comme M. Jourdain, on n'utilisait pas juste le bon mot pour le définir. Ce qui fait qu'aujourd'hui on en parle autant, c'est justement l'émergence de ces agents autonomes. Et avec eux viennent énormément de cas d'application qui sont pour le coup révolutionnaires. Alors quand on parle de révolution, et de nouveau vous nous interpellez là-dessus, c'est finalement aujourd'hui ce sur quoi nous travaillons tous énormément, c'est l'optimisation des processus existants. 1, je comprends quels sont mes processus métiers. 2, je cherche à les optimiser. Une fois, je participe à une table ronde et après la table ronde, on discute comme cela avec un client. Il me dit, en fait, c'est super parce qu'il y a énormément de processus qui ne sont pas digitalisés. Et donc, non seulement je vais pouvoir optimiser ceux qui sont déjà en partie digitalisés, mais surtout, je vais pouvoir m'asseoir et me dire quels sont les métiers qui ont besoin de processus qui soient le plus fluide possible et donc que je vais pouvoir digitaliser et optimiser. Ça, c'est la première étape. Mais finalement, c'est une étape indispensable, notamment pour comprendre les mécanismes, mettre en place la gouvernance qui va bien, mettre en place les formations, etc. Mais finalement, ce n'est pas ce vers quoi les entreprises tendent. Ce que l'on veut tous, en fait, c'est nous différencier par rapport à notre concurrence. Donc là, c'est les fameux 4 temps que les analystes décrivent si bien de l'innovation. La première chose, c'est que bien sûr, je vais optimiser ma productivité individuelle. La deuxième, c'est que je vais repenser mes processus métiers, notamment ma relation client. L'objectif, c'est de pouvoir faire plus vite ce que je faisais super bien avant, ou peut-être mieux. Mais le troisième temps, voire le quatrième temps, en fait, c'est de proposer des nouveaux services à mes clients qui vont être infusés avec de l'IA. Et ces nouveaux services, ils vont pouvoir me permettre de recueillir plus de data aussi. Et donc, par le biais de cette intelligence accrue, de pouvoir imaginer vraiment des services complètement disruptifs. Et ça, c'est le quatrième temps de l'innovation, celui sur lequel vraiment nos clients nous interpellent et sur lequel ils ont besoin d'acteurs comme Artefact pour vraiment les aider dans cette construction de stratégie. Donc, on en est là aujourd'hui avec vraiment cette idée, et ça, ce sont des chiffres IDC qui disent que finalement, ces champs d'application de l'intelligence artificielle et de l'IA agentique, c'est demain 1 milliard de nouvelles applications logiques d'ici 2028. Et tout cela vient au service de tous les processus métiers. Aujourd'hui, effectivement, on ne va pas parler technique, mais ce qui est important, c'est de dire que ces promesses technologiques, ce que l'on cherche à faire aujourd'hui, en tout cas chez Microsoft, c'est de fournir ces solutions qui soient agentiques et AI-ready, c'est-à-dire que finalement, le CRM, le RP, quelle que soit l'application, est vraiment infusé avec de l'IA, que l'ensemble de ces applications, que pour ces applications métiers, on développe nous-mêmes, donc Microsoft, des agents que vous pouvez tous utiliser parce que répondant aux besoins les plus logiques et les plus globaux. Je vous donne un exemple d'un agent que nous avons développé, un agent pour les fonctions commerciales, par exemple, ou le service client. Fonction commerciale, j'arrive le matin, j'ai tous mes leads marketing qui sont classés. J'ai mon opportunité qui a le plus de chances d'aboutir en numéro 1, avec le texte qui m'est recommandé pour répondre ou adresser le besoin de mon client de façon proactive.
Et donc, le matin, je valide tout simplement l'email ou la proposition de meeting que je vais envoyer à mon prospect, et donc ainsi de suite, classé en fonction de critères. Deuxième point, deuxième exemple d'un agent que nous avons construit, un agent pour les fonctions service client. On le sait, hein, le service client, c'est un centre de coût essentiellement, et un centre donc que l'on cherche quand on discute avec l'Association française de la relation client, des gens extrêmement passionnés. Leur problématique, c'est de passer d'un centre de coût à un centre de valeur. Leur problématique, c'est de libérer du temps pour les conseillers clientèle. Les conseillers clientèle, ils s'appuient au quotidien sur des bases de connaissances, c'est-à-dire tout simplement une base de données dans laquelle on va venir injecter des nouveaux cas. Ce sont les conseillers clientèle qui renseignent cette base de connaissances. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Madame Dupont, elle m'a soumis ce cas, je ne le connaissais pas, il n'était pas dans la base de connaissances. Je propose tout simplement de venir enrichir cette base de connaissances. Aujourd'hui, les acteurs, donc Microsoft, tant qu'à faire, hein, c'est notre volonté, c'est de venir vous proposer un agent qui va tout simplement, pendant l'appel téléphonique avec le client, détecter que cette question, cette problématique n'est pas renseignée dans la base de connaissances, soumettre le cas pour validation à l'homme, avec un grand H, et renseigner la base de connaissances de façon immédiate. Donc tout cela, ce sont des cas d'application que nous développons. Et ce que nous souhaitons faire, bien sûr, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins d'une organisation, c'est de vous fournir aussi les capacités de développer vos propres agents pour répondre à des besoins métiers qui sont spécifiques, avec bien sûr un entraînement par exemple sur vos données. Et en fait tout ça, toute cette réflexion autour de ces agents, de ce que nous souhaitons mettre en œuvre dans nos applications métiers, de la nécessité de faire collaborer complètement et sans couture enfin la donnée. C'est-à-dire je vous donne mon exemple de cuisine, je le donne à chaque fois. Je le trouve extrêmement symbolique en tout cas. J'achète une cuisine, je suis un peu en mode panique, parce que j'ai jamais acheté de cuisine de ma vie, donc je me lance sur un fournisseur de cuisine. Ça se passe super bien, mais vraiment super bien. Je vais en magasin, je les appelle, à chaque fois ils savent qui je suis, c'est parfait. Derrière, on est du métier, je sais qu'ils ont un CRM parfait. Ils livrent la cuisine. On monte la cuisine, bien sûr, il manque un tiroir, une porte, un truc, forcément. Donc, je les rappelle, ils savent toujours qui je suis, qui m'a livré, tout, c'est parfait, CRM parfait. Je leur dis, bon, ben, on va recommander, est-ce que vous avez ça en stock? Et alors là, pas de réponse. Pourquoi? CRM ERP déconnecté. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en termes d'expérience client, on a une erreur. Et qu'on comprend très bien, parce que connecter la donnée à ce moment-là, c'est compliqué. Mais c'est justement là ce que permet vraiment l'Agentic IA, notamment, hein, c'est de pouvoir fluidifier complètement une expérience client. Et donc ce processus métier, c'est pas juste le processus de supply chain, c'est pas juste le processus de relation client, c'est vraiment l'expérience de bout en bout, de la prospection jusqu'à un client fidèle et qui recommande. Alors toute cette démarche-là, elle nous fait dire, finalement, étant donné que les agents arrivent, est-ce que j'ai vraiment besoin de mes applications métiers? Et est-ce que j'ai vraiment besoin d'y accéder par le biais d'une interface utilisateur? Et c'est là donc que Satya Nadella, notre CEO, a déclaré comme ça, pendant la nuit, hein, pour nous, les applications métiers, c'est fini. Alors, je vois, dans mon titre, hein, c'est marqué « Business Application ». C'est un peu compliqué pour moi. Et donc, il nous dit, en fait, tout simplement, la logique métier qui vient avec les agents, c'est une capacité d'interagir complètement différemment avec l'utilisateur, en langage naturel, quelle que soit l'information, dans la limite des droits d'accès bien sûr, quelle que soit l'information et où qu'elle soit. Et finalement, j'ai plus besoin d'avoir une interface à mon application métier qui soit jaune, vert, rouge, avec le beau logo quelque part, puisque ces applications vont devenir une base de connaissances. Et tout cela,
Donc, au-delà du fait que je me suis dit, donc petit choc, et après j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est logique, chef. Et donc, oui, c'est logique, et oui, c'est très logique. C'est logique, c'est malin, et surtout, c'est vraiment la direction que nous prenons. Donc ça, c'est de nouveau une analyse IDC qui dit que finalement, d'ici 2037, 65% des applications seront complètement des agents ou inversement. C'est-à-dire que pendant un temps, nous avons besoin que ces applications commencent à réfléchir pour être connectées, connectables grâce à des agents. Nous avons besoin que ces applications soient infusées avec de l'IA. Nous avons besoin que ces applications nous permettent de nous appuyer sur des agents soit fournis, soit que je peux construire, mais que tout cela s'inscrive dans une trajectoire qui s'appuie sur un système d'information qui, de plus en plus, sera basé sur une couche d'abstraction agentique avec mon système d'information. Et donc, tout cela, c'est vraiment un changement de philosophie, en quelque sorte. Parce que ça change aussi la façon dont les collaborateurs vont travailler. Et finalement, si on reprend mon exemple de cuisine, supposons que je n'ai pas payé ma facture. Bon, je l'ai quand même payée. Hein, bon, voilà, quand même. Mais donc, j'ai payé ma facture. Mais supposons que je ne l'ai pas payée. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en charge du recouvrement qui va appeler Madame Schuster. Mais demain, peut-être pas. Demain, supposons qu'on ait vraiment une activité qui soit liée à, je ne sais pas, de l'hypersegmentation client. Et qu'on se dise, bon, on va créer une équipe qui va gérer de bout en bout ces clients je ne sais pas, du secteur A, A', B2. Eh bien, peut-être que c'est cette même personne qui va me faire la vente jusqu'au recouvrement, pourquoi pas? J'en sais rien. Et d'ailleurs, j'ai des clients qui me disent, Cécile, tu es en charge de la relation client, c'est super. C'est quoi la relation client dans 3 ans? Et donc, ma réponse, c'est à vous de me dire. Hein. Moi, je ne suis pas futurologue. J'ai quand même une idée, mais nous pensons que vraiment les business process vont être complètement disruptés. Et tout cela doit s'appuyer sur une plateforme gouvernée, sécurisée, dont le traitement des modèles soit le plus éthique et responsable en termes d'empreinte carbone. Et donc, c'est vraiment là que je pense que c'est intéressant de réfléchir. J'ai adoré votre intervention sur le fait de repartir finalement du process mining. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui mon process? Bien sûr, on essaye tous d'infuser l'IA dans nos réflexions, dans nos stratégies. Et peut-être que l'IA n'est pas la réponse à tout. Peut-être que l'IA, étant donné son empreinte aujourd'hui, est la meilleure réponse à un point donné. Et que c'est tout un schéma qu'il faut repenser, avec bien sûr la puissance que nous apporte l'IA dans l'ensemble des processus métiers. Et donc, finalement, on revient toujours dans cette nécessité de repenser quels sont les processus, quelles sont les fonctions qui vont être les plus impactées positivement par ces apports technologiques. On nous dit, on commence par quoi? Ma réponse, c'est quelle est votre structure financière? Quel est votre PNL? Où est-ce que vous voyez qu'il y a des marges de manœuvre? Votre stratégie, et notamment votre stratégie différenciatrice par rapport à votre concurrence, elle n'est certainement pas la même. Et ce que vous voulez, c'est certainement de travailler justement ce qui vous rend unique. Et donc, dans cette thématique-là, bien sûr, on a des bibliothèques et des bibliothèques de cas d'usage. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder ce que font nos clients. Et nos clients, aujourd'hui, donc, on a quelques cas d'application encore des agents, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les agents, c'est beaucoup de POC, beaucoup de réflexion. Et on a assez peu, aujourd'hui, de clients qui passent en production vraiment à l'échelle. Pourquoi? Parce que justement, nécessité, je ne dis pas crainte, mais nécessité de réfléchir à ce que ça veut dire pour mon organisation. Nécessité d'acculturer. Mais cette démarche-là, en revanche, il faut se presser, c'est quoi déjà la phrase? Il faut ralentir pour être pressé, ou se presser de ralentir. Il y a une phrase comme ça, je vous la retrouverai. Et donc, ceux qui y vont aujourd'hui, y vont de façon consciente, mais se lancent quand même.
se lance par exemple avec des cas d'usage agentique essentiellement sur l'IT, la RH. Comment je fais pour fluidifier ces processus-là? Ce qui est super dans ces processus qui ne sont pas si compliqués à mettre en œuvre, c'est vraiment que ça permet justement de l'acculturation de tous les collaborateurs. Et ça, c'est super parce que ça leur montre le bénéfice pour eux. Deuxième cas d'usage, face aux clients. C'est toujours ça ce qui nous intéresse plus, face aux clients. Holland America, ils font des croisières. Leur problématique, c'est que leur bot sur leur espace web avait donc déjà été extrêmement structuré et donc finalement ne permettait pas d'aller jusqu'au bout de la commande, voire quand on leur disait on va vous rappeler, finalement il y avait un drop. Donc en fait, on n'arrivait pas vraiment à convertir en vente. Ils ont mis en place un agent conversationnel qui donc va traiter toutes les informations auxquelles il a accès, bien sûr. Et ce que l'on a vu, c'est que tout simplement, le taux de conversion en vente pure a été accéléré, big time, comme on dit, mais surtout que ce nouvel agent a permis des ventes additionnelles. Je m'explique, quand vous achetez une... j'ai jamais fait de croisière, mais peut-être demain, j'appelle Holland America, je passe par leur bot. En fait, non seulement ils vont me proposer la croisière qui est la mieux pour que je parte aux Caraïbes, mais surtout, il va me proposer des services additionnels. Donc, tiens, la petite excursion, tiens, le petit spa, etc. Et en fait, c'est ça qui fait le chiffre d'affaires. Et donc, c'est là où on a de la croissance. Donc, croissance sur l'accélération du revenu. Et je vais finir là-dessus parce que je pense que je suis un peu courte. Mais on parle donc augmentation de la top line, revenu, mais bien sûr, augmentation de la marge. Et là, Pets at Home, donc ils font des soins vétérinaires, des produits vétérinaires en Angleterre. Ils ont mis en place un agent autonome qui permet de visualiser tous les retours des clients et ils se sont aperçus qu'ils recevaient en fait des retours de colis cassés qui étaient en fait les mêmes sous différents noms, avec la même photo. En fait, ils se sont aperçus qu'avec le volume qu'ils traitaient, tout simplement, ils ne pouvaient pas avoir quelqu'un qui vérifiait au quotidien ces retours. Et par le biais de cet agent, ils ont ainsi économisé 1 million de pounds sur de la fraude, juste avec un agent autonome. Donc des cas d'application comme cela, il y en a beaucoup. Moi, j'ai hâte de voir les vôtres. J'ai hâte de voir les vôtres, mais ce que ça veut dire, et en fait, c'est vraiment ce que vous disiez, c'est que tout cela, ça n'est pas juste de la technologie. C'est qu'aujourd'hui, 8 leaders sur 10 pensent que cette année, c'est l'année qui va vraiment être une année pivot dans leur transformation de leur propre stratégie. Et viennent avec cette notion, une notion que l'on appelle les frontier firms. Alors moi, je me suis dit frontière, bon, je ne suis pas fluente. En fait, frontier, c'est vraiment ces capacités de certaines entreprises de partir à l'ouest, comme à l'époque. Allez, je traverse les États-Unis, je vais voir plus loin, à l'ouest, s'il y a un nouvel Eldorado pour moi. Dans ma charrette, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mes modèles et au fur et à mesure, je sème ma gouvernance, je creuse mon chemin, j'y vais, mais je ne sais pas vraiment ce que je vais trouver. Et en fait, aujourd'hui, on est à ce moment-là de l'histoire où on sait que l'on a dans les mains des solutions technologiques qui sont extrêmement puissantes, mais qui viennent avec une capacité de réflexion et de repenser complètement non seulement l'expérience client, mais donc les processus internes, et donc la façon de collaborer, et donc nos organisations. Et oui, on travaillera avec des agents, et oui, on aura des équipes complètes qui vont être mixtes entre l'homme et l'agent, tout en laissant bien sûr l'homme au cœur. Et j'avais participé à une table ronde il y a 2 ans maintenant. Et c'était au tout début des cas d'application métier vraiment structurés de GenAI. On m'avait dit, mais c'est super votre truc, mais c'est de la hype. Vous créez le buzz.
Et en fait, je pense que cette notion de hype, oui, elle peut encore résonner. Mais en fait, c'est plus que cela. C'est vraiment de l'innovation qui s'accélère à un rythme phénoménal, exponentiel. Et derrière, il y a beaucoup de travail. Et nous avons cette chance, nous, d'être au cœur de ce moment. C'est ce que je dis à ma belle-fille, 18 ans. Je lui dis, moi, je suis en train de construire l'environnement de travail sur lequel toi, tu travailleras au quotidien, tu t'en rendras même pas compte. Et ça vient avec une responsabilisation de se poser justement ces questions en termes d'éthique, de gouvernance de la donnée, de gouvernance. Voilà, merci à tous.